de montrer comment Dakar a évolué en tant que ville de l'époque précoloniale jusqu'à aujourd'hui et de mettre en avant cette richesse en termes de patrimoine. Ça nous ramène toujours à la question, qu'est-ce qu'on conserve, pour qui et pourquoi et comment? Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième webinaire de la saison 6 de la table ronde Urbanisme en francophonie relative aux dynamiques des patrimoines, histoire, mémoire, ressources. Ce webinaire est organisé à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, réseau de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone, en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes au Cameroun, le réseau APERO, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, et enfin le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Je suis Diallo Adamadian, ingénieur d'études en charge du suivi du programme Urbanisme en francophonie. Ce programme est destiné à préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour tous, à analyser les différentes manières de penser et de faire la ville, et enfin à contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone. En matière de gestion du patrimoine, les villes arbitrent entre conservation, réutilisation, dissipation par le renouvellement urbain. Elles mobilisent déjà là, rappel d'une occupation ancienne, le territoire, tout en le travaillant aux usages présents. Je vous remercie pour votre présence pour ce troisième webinaire sur le thème Fabriquer le patrimoine pour le XXIe siècle. Par ce webinaire, nous verrons comment la notion du patrimoine se renouvelle-t-elle aujourd'hui, comment fait-on vivre la ville à travers du patrimoine existant, quelle place ont les maires dans la préservation du patrimoine, comment fabrique-t-on le patrimoine à partir d'objets olympiques et sportifs en général, et enfin, quel lien entre patrimoine et tourisme. Je remercie bien évidemment l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde, dont Frédéric Vallier, délégué général de l'AIMF, Jean Yango, économiste urbaniste secrétaire permanent de l'Association des villes et des collectivités de l'Afrique centrale, Lionel Prigent, urbaniste, économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire des géoarchitectures de Brest, Alain Bourdin, sociologue, Sylvain Allemand, journaliste, et enfin William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant ma courte introduction, un débat entre les intervenants, que je remercie bien sûr tout particulièrement pour leur présence. Et tout au long de cet échange, vous pourrez écrire vos questions dans l'onglet questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran. Et Sylvain Allemand, animateur de ce webinaire, se chargera de les transmettre à nos panélistes. Et n'hésitez pas par la même occasion à vous présenter. Et enfin, ce webinaire se terminera par une synthèse effectuée par Omnia Abdelbar, qui est architecte, historienne, directrice de développement de la Fondation égyptienne pour le sauvetage du patrimoine située au Caire. Pour ne rien manquer de l'actualité, vous pouvez rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur les réseaux Facebook et LinkedIn. Et je laisse sans plus tarder la parole à Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de ce webinaire. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci beaucoup, Adama, dont c'était la première présentation de Wimidaire. Merci pour la performance. Avant de filer du côté de Dakar, en préambule, je tenais à donner des nouvelles de Vanille Guichard, qui était intervenue lors de nos webinaires, dont on s'inquiétait du sort, puisque elle était à Mayotte, et elle nous a donné des nouvelles, comment tout se passe bien. Je mets des guillemets au tout se passe bien. Elle a été empêchée de communiquer avec nous du fait des difficultés de télécommunication qu'on peut deviner. Et puis, toujours en préambule, je dois excuser l'absence de d'Amal Mellak, conseillère municipale à la ville de Marrakech, spécialiste du patrimoine, consultante et qui œuvre à la sensibilisation de l'importance du patrimoine auprès des jeunes. Elle ne peut pas être des nôtres, mais je dirais quand même un mot de ce qu'elle souhaitait partager avec nous. Mais sans plus tarder, avant d'aller également en Ukraine, nous partons en direction de Dakar pour y retrouver Carole Diop. Merci à vous, Carole Diop, d'avoir tordu votre agenda pour être parmi nous. Avant de vous présenter et de nous faire déambuler dans les rues de Dakar, dites-nous un mot sur l'œuvre, la tapisserie qui se trouve juste derrière vous.
Alors, il faut savoir que je me trouve dans les locaux de Worofila, qui est un cabinet d'architecture spécialisé dans l'architecture bioclimatique, qui a été fondé par une collègue architecte qui s'appelle Zinga Mboup et son associé Nicolas Rondé. Zinga, avec qui je collabore sur de nombreux projets de recherche. Et donc ça, c'est une tapisserie d'un artiste sénégalais dont j'ai oublié le nom. Et en fait, à Worofila, il s'assure d'avoir des œuvres qui sont un peu dans la ligne de leur travail, donc beaucoup d'œuvres textiles ou des artistes qui travaillent avec de la matière, avec la terre, etc. Donc il y a de très belles œuvres dans leur bureau. Voilà. Ah ben, ça dit déjà beaucoup de votre démarche d'architecte, puisque dans votre rapport au patrimoine, puisque vous avez aussi comment un engagement fort dans la promotion de l'art contemporain à travers notamment une revue Africada. On en dira un mot, mais auparavant, j'aimerais que nous voyagions avec vous à Dakar avec quelques images avec lesquelles vous êtes venu et qui sont tirées tout droit, sauf erreur de ma part, d'un livre très important que vous venez de publier récemment avec votre collègue, dont à mon tour le nom m'échappe, mais vous allez nous le rappeler. Xavier Rico. Voilà, parfait, Xavier Ricou. Un ouvrage qui s'intitule Dakar, métamorphose d'une capitale, qui est donc paru à la fin de l'année 2024 aux éditions de l'Aube, et dans lequel vous nous faites découvrir l'extrême diversité des patrimoines de cette ville. Alors, on sait bien que toutes villes sont riches d'une diversité de patrimoine, mais vous, en tant qu'architecte, vous nous invitez à être sensibles à toutes ces formes de patrimoine bâti, immatériel, vernaculaire. Mais je vous laisse le soin de nous dire alors ce que vous arrivez à révéler de ce patrimoine dans le cas de Dakar. Oui, alors il faut savoir que enfin, ce livre, en fait, commence bien avant 2024, qui est son année de parution. Ce livre, c'est 20 années de collecte d'archives du côté de Xavier et de mon côté, un intérêt pour le patrimoine depuis mon retour au Sénégal et puis particulièrement depuis 2017 où je commence un projet de recherche avec Zingambouk qui s'appelle donc Dakar Morphose, où on s'est intéressé aux métamorphoses de la ville sous le prisme des structures socio-spatiales traditionnelles que sont les penches de la communauté Lébou. Et donc, c'est tout ça qui m'a amené à m'intéresser à cette question du patrimoine. Et dans ce webinaire, on va parler du patrimoine Alors de justement, demain, du voilà. 21e siècle. Mais pour moi, avant de s'intéresser enfin, avant de parler de patrimoine du 21e siècle, il faut faire un état des lieux et il faut revenir à ce qu'est la notion de patrimoine et ce que ça évoque surtout dans nos pays. Et donc, ce livre Dakar Morphose, c'était le moyen de faire un état des lieux, de montrer comment Dakar a évolué en tant que ville de l'époque précoloniale jusqu'à aujourd'hui, et de mettre en avant cette richesse en termes de patrimoine. Parce qu'il faut savoir qu'à Dakar est riche d'un patrimoine matériel et immatériel. En termes d'architecture, on a différents styles qui sont présents dans la ville, que ce soit du néoclassicisme, de l'architecture néo-soudanaise, de l'art déco, de l'architecture plus contemporaine qu'on pourrait qualifier de modernisme africain. Enfin, Alors, c'est Carole, très je très vous riche. propose de poursuivre, d'étayer ce que vous venez de dire à la lumière des images avec lesquelles vous êtes venu. J'invite donc William Oui, à les projeter. Il y a un certain nombre de photos, d'images issues directement de votre livre et d'autres qui oui. donnent à voir cette diversité que vous venez d'évoquer à l'instant. Là, je vous laisse commenter peut-être cet ensemble d'images. Voilà, donc là, vous avez juste quelques extraits de l'ouvrage. Et en bas à gauche, vous avez une image qui est assez importante parce que c'est un des points de départ aussi de ce livre, c'est que ces 5 dernières années,
on a constaté en fait une accélération de la destruction du patrimoine architectural à Dakar. Ça a commencé en réalité depuis une vingtaine d'années, hein, mais ça s'est accéléré dans la dernière décennie, et en particulier dans les 5 dernières années. Et vous avez une photo en fait de la maternité de Dantec, qui est un bâtiment qui est classé et qui était emblématique de Dakar, parce que un des rares bâtiments à l'architecture néo-soudanaise. Et vous voyez à droite la photo après destruction de ce bâtiment, qui venait en plus d'être fraîchement rénové et qui était prêt à être réouvert. Mm. Tout ça pour laisser place à un nouvel hôpital enfin, high-tech, entre guillemets. Mm. Mais enfin voilà, et ça nous a vraiment interpellés, Xavier et moi, parce que le bâtiment a été démoli en 2022 et ça a été un des points de départ du livre. Mm. Vous avez quelques exemples aussi de ce qu'on peut trouver à Dakar. Les maisons ballons, c'est l'image en bas à droite, qui sont une œuvre de Wallace Neff, un architecte californien, et qui sont des maisons bulles en fait, et que l'on pouvait trouver dans différents quartiers de Dakar. Au milieu, en bas, vous avez le building administratif où on voit un peu en avant-après rénovation, alors que on aurait pu vraiment le restaurer dans son état d'origine. Cette superbe rotonde, c'est un bâtiment des années 50. Voilà, c'est ça, c'est un mélange architectural comme les maisons bulles, euh, de modernisme et euh, que le building administratif. Enfin, voilà, et surtout en couverture, vous avez une œuvre d'un artiste sénégalais qui s'appelle Cher Ndiaye et qui fait de la peinture hyper réaliste et il dépeint en fait, des scènes de rue et il s'intéresse surtout à des cinémas abandonnés. Mm. Et là, en couverture, on a choisi une photo enfin, une œuvre qui pour nous représente bien Dakar. Et il s'agit de l'ancien cinéma Corona à Rebus. Voilà. Donc, à une sensibilité au patrimoine aussi au sens Mhm. de l'ambiance hein, du Mhm. quartier à laquelle peut contribuer un cinéma. Pendant que William comment projette les photos suivantes que vous commenterez, comment vous réagissez à mon sentiment que ce que vous nous dites, au fond, on pourrait le dire de plusieurs villes à partir d'un travail d'archives, hein, de consultation d'archives. Sauf que dans votre cas, on sent une valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. Ce que je dis pour Dakar est valable pour plein d'autres villes en Europe. En Occident de manière générale. Euh, et justement, j'en discutais avec une collègue architecte qui s'appelle Olufemi Insouyovo, qui a été la commissaire d'une exposition sur le patrimoine justement en Afrique, qui s'est tenue à Dakar dans l'ancienne résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. Et elle disait que justement, il y avait ce même problème à Cotonou avec plusieurs bâtiments emblématiques qui ont été démolis. Et moi, je pense que une des solutions, outre l'aspect législatif qui doit être renforcé, c'est la sensibilisation et c'est ce que j'essaye de faire à travers ma pratique et notamment à travers ces balades architecturales que j'organise dans différents quartiers de Dakar. Donc, vous voyez quelques images ici au plateau avec le marché Carmel, mais aussi la mairie en bas. Et en haut à droite, une structure socio-spatiale traditionnelle, le Pench de Mbot, avec son magnifique fromager. Voilà. Alors, à travers des balades urbaines, mais également à partir d'expositions, de scénographie, d'exposition, qui confinent du coup à l'art. C'est là où la jonction se fait aussi avec votre sensibilité à l'art contemporain dont vous faites écho dans votre revue Africada. Est-ce que je résume bien ou je... Oui, tout à fait.
tout à fait. Alors, je vous laisse en dire plus. Voilà, il me semble que c'est un exemple d'exposition que vous montez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez? Alors, comme je vous ai expliqué, tout ce travail de recherche démarre en 2017 avec Dakar Morphose, qui a donné lieu à une exposition euh, dans le cadre du OFF de la Biennale en 2018. Et de cette exposition Dakarmorphose, le travail de recherche a continué, a donné aussi naissance à d'autres événements et à d'autres expositions. Et la dernière en date, c'est une exposition qui s'est tenue dans un centre d'art qui s'appelle Raw Material Company. En fait, avec Zynga Boop, on a fait donc une résidence de recherche pendant l'été 2023 à Raw Material et on est parti sur cette exposition, été même 2022, pardon. Et on est parti sur cette exposition. Et l'idée, en fait, c'est on a commencé donc à se questionner sur le patrimoine. Et l'idée, c'était de ne pas être dans une réponse un peu nostalgique par rapport à ce qui se passait, mais plutôt de montrer qu'il existe différents types de patrimoine et différentes solutions, différents moyens pour le préserver. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec La ville est à nous, euh, donc qui s'est traduit par cette exposition dont vous voyez les images. Et aussi un booklet qui est disponible en PDF sur le site de Raw Material Company. Et donc avec quatre exemples où on pouvait voir que même un bâtiment démoli comme l'ancienne direction de l'urbanisme et de l'architecture, euh, qui est un bâtiment de Henri Chemette, construit dans les années 70, pouvait être une ressource par rapport aux techniques et à la matérialité de ce bâtiment. Le jardin de Fanok, qui est une initiative euh, communautaire qui fait pas partie du patrimoine classé national, mais qui est entretenu par les habitants et donc fait partie du patrimoine de Fanok. Une friche industrielle comme la biscuiterie de Médina, où là, on a proposé un projet de rénovation pour montrer que par le projet aussi, on peut faire de la préservation et la pointe des Almadies, qui est donc le Finistère, le point le plus à l'ouest du continent africain, où là, il y a une forme de résistance et de préservation par le culte, parce que c'est un endroit qui est considéré sacré par la communauté lébu. Voilà. Pour moi, l'art est un moyen aussi de participer à la sensibilisation et de toucher des personnes qui ne sont pas forcément on va dire, qui sont profanes en fait par rapport au patrimoine, à l'architecture, et c'est peut-être un moyen de les y introduire et de les emmener vers ça. Voilà. Pour conclure par rapport à ma présentation, euh, j'essaye de lier dans mon travail donc ma pratique architecturale, la sensibilisation et aussi du coup l'art contemporain pour essayer de toucher un public plus large. Voilà. Écoutez, merci beaucoup déjà donc de cette présentation et puis de cette manière de nous de présenter donc en effet cette nouvelle façon d'envisager le patrimoine. Ça nous rentre bien, je pense, hein, dans le sujet de ce que peut recouvrir aujourd'hui un patrimoine au XXIe siècle et on y viendra donc évidemment par la suite. C'est donc d'envisager le témoignage qui donc nous est parvenu de la part donc de Martin. Martin qui devait être avec nous et qui donc a lui aussi connu donc quelques déboires ce matin, mais en toute fin de matinée, hein,
nous a indiqué il y a quelques minutes donc que son avion redécollait, partait avec retard, là où il devait être donc pour notre entretien. Il devait être arrivé à Kiev. Kiev, où cette question du patrimoine est évidemment une question primordiale aujourd'hui pour les raisons que vous devinez. Et Kiev, où, comme architecte, il entend intervenir et il entend donc nous présenter cette lecture d'un patrimoine pour le 21e siècle à la lumière des événements donc que l'Ukraine connaît. Puisqu'il allait décoller donc dans quelques minutes et qu'il est en ce moment même dans les airs, faute d'être arrivé à Kiev, juste avant le décollage et il y a quelques instants, il nous a laissé donc, c'est quelques minutes d'enregistrement en témoignage et pour donc nous laisser en capacité de discuter ensuite de cette présentation. Sylvain, donc j'espère avec un signe que tu nous as bien rejoints et donc Merci. William, je te laisse donc peut-être Voilà. nous adresser cette carte postale vidéo. Et urbaniste et j'interviens en France et aussi ailleurs et donc notamment en Ukraine. Alors, fabriquer le patrimoine du 21e siècle, je crois que c'est d'abord déjà revoir et revisiter notre notion de patrimoine et de soins qu'on peut porter à ce patrimoine. Le soin, le côté, ou l'approche en tout cas très conservatrice que le XXe siècle a pu voir se développer, je pense, est une approche qui mérite d'être revisitée aujourd'hui, où on va plutôt se focaliser sur la dynamique, parce que finalement tout est patrimoine, tout est important à non pas préserver, mais en tout cas à accueillir les dynamiques urbaines, les dynamiques de déplacement, les dynamiques géopolitiques, les dynamiques climatiques. Et on voit bien que toutes nos villes, sur tous les territoires, sont bien proie à un certain nombre de tensions et d'une instabilité chronique. C'est d'ailleurs le thème du pavillon français de la Biennale de Venise que j'aurai le plaisir d'organiser et dont je suis un des commissaires. Donc voir l'existant comme étant une matière première, non pas sacrée, mais au contraire objet de projet, je crois que c'est là où les architectes, les urbanistes doivent faire preuve de créativité pour permettre à cet existant d'être authentique et d'être véritablement ancré dans l'actualité de sa population, du vivant, de son contexte, de son environnement et de son climat. Voilà. Donc voilà, si j'ai un message à passer, c'est celui d'une fabrication d'un patrimoine du XXIe siècle qui soit non pas un musée, mais bien le cadre d'une adaptation nécessaire de nos villes et de notre cadre de vie face à cette instabilité chronique et malheureusement qui ne sera que grandissante dans les années qui vont venir. On le voit avec Los Angeles, on l'a vu avec Mayotte ou avec Valence en Espagne. Il y a de très grands défis qui sont face à nous et nous devons vraiment regarder les tissus urbains et l'architecture comme étant encore une fois quelque chose d'important à modifier. Voilà. Alors après moi mon intervention en Ukraine dans la thématique de la fabrication du patrimoine du XXIe siècle, elle est tout aussi je dirais, elle illustre tout autant ce besoin de transformation. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une table rase comme ont pu le faire les soviétiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on essaye avec un ensemble d'acteurs, publics, privés, avec les forces en présence, déjà de quantifier, de savoir de quoi il s'agit quand on parle de reconstruction, essayer de préparer du mieux qu'on peut le cadre de
de cette reconversion, de cette transformation de ces villes qui ont été, pour un certain nombre d'entre elles, tout à fait touchées par les bombardements russes. Et puis préparer aussi du côté réglementaire la simplification, mais aussi le cadrage pour que le patrimoine que l'on construise, parce qu'on n'a pas souvent la chance de pouvoir construire autant d'un coup, eh bien, il soit aligné avec les dimensions culturelles, avec les dimensions de circuits courts, avec finalement tout ce qui va faire que l'Ukraine va pouvoir développer des ressources propres et faire levier sur son développement économique futur. Donc l'idée n'est vraiment pas d'importer des systèmes ou des modèles, mais au contraire d'en fabriquer de nouveaux, ukrainiens, locaux, avec les ressources humaines ou naturelles renouvelables locales. Et en cela, on développe, nous, des open data, donc des plateformes ouvertes à tous, pour permettre l'interaction des différents acteurs, pour permettre aussi de changer, encore une fois, la réglementation, pour permettre à ces nouvelles méthodes constructives de voir le jour, pour permettre aussi de réformer l'ensemble de la réglementation qui est héritée de l'époque soviétique pour qu'elle soit adaptée à cette nouvelle donne. Bref, vous le comprenez, il ne s'agit pas simplement de dessiner de nouveaux bâtiments ou de nouvelles villes, il s'agit vraiment de transformer l'ensemble du cadre d'action. Et c'est pour ça que c'est important de le faire dès aujourd'hui et même depuis déjà un certain temps, sans attendre que la paix arrive et que les aides internationales puissent finalement atterrir. Il est très important d'anticiper tout cela. Voilà. Donc la fabrication de ce patrimoine ukrainien du XXIe siècle, elle se prépare dès maintenant. Et je pense que si voilà, je dois résumer mon propos, c'est de dire que le patrimoine est une matière vivante, qu'il est important de le connecter avec les enjeux contextuels, les enjeux locaux. Il était important pour nous d'entendre Martin Duplantier avant de laisser réagir Carole Diop à ce témoignage avec donc un collègue architecte qui opère dans un tout autre contexte, avant de t'entendre également Lionel ainsi que Omnia Abdel-Bar qui est, et a été invité à ce webinaire pour en faire la restitution, mais comme ce webinaire est hors norme, inhabituel, je proposerai de la faire réagir à ce stade. Permettez-moi juste de préciser que l'engagement de Martin Duplantier est ancien. Il enseigne en Ukraine depuis 2014 et en 2022, année de l'invasion du pays, il a mobilisé des architectes ukrainiens dans le cadre d'une fondation, la Fondation pour l'architecture pour l'Ukraine, Architecture for Ukraine en anglais, de façon à commencer à procéder à un travail d'inventaire, de recensement de tous les éléments du patrimoine, comment meurtris, démolis, abîmés par les bombardements qu'ils ont subis. Et à partir de cet inventaire, à Martin Duplantier a engagé un travail, un partenariat avec l'UNESCO. Donc c'est une démarche ancienne et qui vise à mobiliser au mieux les Ukrainiens eux-mêmes en vue de préparer l'avenir. D'où l'importance que nous accordions au témoignage de Martin. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, Carole, puisque vous le découvrez à l'instant. Dites-nous et puis nous écouterons les réactions de Lionel aussi bien à ce témoignage qu'à votre propre témoignage, tout comme pour Omnia Abdelbar. Carole Diop. Non, j'ai trouvé ce témoignage très intéressant et je retiens deux choses qui ont été dites par mon confrère. C'est que tout est patrimoine
Et là-dessus, je le rejoins parfaitement. Et que pour justement parler du patrimoine du 21e siècle, il faut redéfinir ce que l'on entend par patrimoine, justement. Et vous venez de parler d'inventaire du patrimoine qu'ils auraient fait du patrimoine en Ukraine. Et effectivement, l'inventaire, c'est une des choses les plus importantes quand on fait face euh, à la destruction du patrimoine pour au moins conserver des traces. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire avec le livre d'Afkar, Métamorphose d'une capitale. À la fin du livre, il y a un catalogue raisonné de 400, à peu près 400 bâtiments remarquables dans Dakar, qui font pas forcément partie du patrimoine national. Et justement, au moment où on sortait le livre, on s'est rendu compte que plusieurs bâtiments qu'on avait mis dans le catalogue avaient déjà été démolis. Omnia Abdelbar, nous vous connaissons, vous nous avez honoré d'une intervention lors d'un des tout premiers webinaires. Vous êtes directrice du développement de la fondation égyptienne pour la sauvegarde du patrimoine. Vous nous aviez raconté ce que vous entrepreniez pour sauver des éléments du patrimoine de quartiers populaires qui étaient peut-être un peu passés sous silence, escamotés. Nous vous avons sollicité aujourd'hui pour faire la restitution de ce webinaire qui prend une tournure toute particulière. Sans attendre ce moment de restitution, est-ce que vous avez envie de réagir à chaud à ce que vous avez entendu tant du côté de l'Ukraine que du côté du Sénégal? Et ensuite, je poserai la même question à Lionel. Merci beaucoup, Sylvain. Et c'est vrai que les deux interventions me laissent penser aussi à comment on agit nous-mêmes ici au Caire. Et je pense qu'avec Carole, quand elle a parlé qu'il ne faut pas romantiser les choses et il faut pas, du coup, parfois on n'arrive pas à se décider qu'est-ce qu'on doit préserver, qu'est-ce qu'on ne doit pas préserver. Et ça commence toujours avec la destruction, malheureusement. Carole nous a raconté que déjà là, il y a un bâtiment qu'on a perdu il y a quelques années, qui a été un peu l'étincelle pour elle pour travailler sur son bouquin. Et aussi avec Martin, c'est la destruction de la guerre qui se passe en Ukraine. Et mais c'est comme si on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'on va protéger, qu'est-ce qu'on va pas protéger, et comment est-ce qu'on va choisir. C'est quoi le critère? Et je pense que Martin, il a dit une chose très importante, c'est que le patrimoine est une matière vivante. Mm. Et c'est le matériel, l'immatériel. Et parfois, même quand on regarde, ben, moi je viens d'une ville qui date de plus de 1000 ans, quand je regarde les vieilles photos et je vois comment la rue même où je travaille maintenant, elle a énormément changé dans les 100 ans même, seulement, ou même 80 ans qui se sont pas déroulés, je me dis, on est à arrête de tenir vraiment sur l'ancien et comme si l'ancien, c'est vraiment, c'est poétique, c'est romantique et qu'il faut aussi penser que les villes ont besoin de vivre. Et que par contre, moi, je trouve que le respect qu'on doit à nos villes, c'est de respecter l'harmonie et le rythme. Et le patrimoine vient un peu à faire le décor de tout le reste. Mais quand on a déjà une formule qui nous permet de comprendre nos villes, de comprendre leurs besoins, ceci nous aidera à ne pas créer des bâtiments qui violent un peu ce rythme qui a existé pendant des décennies et des siècles. Et je sens qu'on est toujours dans le même débat là, parce que oui, on aime beaucoup les vieilles maisons et on aime beaucoup aussi la belle architecture de l'époque. Mais nous, on existe au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants après? Et moi, personnellement, dans mon propre travail, je suis face cette question-là parce qu'on pense, on essaie de faire un projet pour construire une maison à côté d'une maison qui date de 5 siècles déjà. Comment je vais la construire? Voilà. Mm. Est-ce que tout ce qui se passe en Égypte en ce moment, c'est un peu du faux vieux, ce que j'aime Mm. pas énormément. Et Mm. c'est vrai que c'est un peu moderne, mais c'est pas assez. Je pense qu'il y Mm. a encore un langage architectural qui doit un peu maturiser là-dedans pour nous permettre à construire dans nos villes historiques au 21e Mm. Juste siècle. une Et ça, réflexion. on n'en parle pas assez encore.
Ouais, juste une réflexion avant d'entendre Lionel que vous m'inspirez et en lien avec comment ce qu'a dit Martin, mais qu'a aussi suggéré, me semble-t-il, Carole à sa façon, c'est le patrimoine, mais de quel point de vue? Et dans le cas de Martin, la question se pose avec acuité parce qu'il aborde le patrimoine ukrainien de son point de vue de Français, mais pour un Ukrainien, le patrimoine peut renvoyer à une histoire soviétique qui implique le voisin russe. Donc ça devient beaucoup plus problématique dans l'appréciation de la valeur du patrimoine. Et son combat, c'en est un, c'est de convaincre aussi les Ukrainiens de préserver et, voilà, ce patrimoine qui permettra aussi d'inspirer celui du 21e siècle. Lionel, comment réagis-tu et au témoignage de Martin Duplantier et à celui de Carole Diop, sans compter les réactions d'Omilia? Alors, plusieurs choses, c'est très inspirant, pardon. Ce que j'entends d'abord en premier lieu, c'est à quel point le patrimoine est indispensable. Indispensable aujourd'hui pour gérer et indispensable à envisager, à projeter pour transmettre donc demain. Et effectivement, c'est d'autant plus important que cette transmission, elle va être sans doute plus que jamais nécessaire et qu'il va falloir des engagements, je dis bien des engagements pour sensibiliser aux différentes dimensions du patrimoine. Alors, je veux voir dans le déroulement de notre webinaire aujourd'hui à quel point nous sommes ballottés. Nous vivons une perte de repères et en partie un changement de sens et je trouve qu'il y a une sorte de mise en abîme de ceci. On détruit, c'est la guerre, on déconstruit, y compris les rythmes. Il s'agit d'aller vite, il s'agit d'être dans un rapport de force, il s'agit de violenter. On violente les populations, on violente les principes, on violente même les bonnes manières et les relations internationales. Donc, nous vivons véritablement cette perte de repères. Et donc, détruire, ben, c'est la guerre. Protéger, c'est un espoir, mais c'est aussi le rappel d'une douleur et d'une mémoire. Nous l'avons vécu hier avec une date fatidique donc de cette ouverture, cette découverte littéralement des camps de concentration donc en Pologne. Et on le vit aussi au travers d'autres moments qui sont des réappropriations. Et je pensais à cette situation des velléités de changement de nom des rues à Dakar, qui ne sont pas qu'une manière de déplacer l'histoire, mais qui sont aussi une occasion de réappropriation et de réorganisation, puisque très probablement les appellations différentes de différentes époques continueront un temps à subsister, fabriquant justement ce choc des mémoires et cette nécessité de faire le lien entre les différentes époques et les différentes formes d'appropriation du territoire, de l'espace vécu. Donc, c'est bien de vivre dont il s'agit ici en s'attachant au passé, en s'attachant aux sociétés, en s'attachant au présent, mais aussi en se projetant vers l'avenir et en essayant de faire en sorte d'accorder cet avenir au passé et au présent. Et c'est cette projection-là, en fait, qui se pose dans notre réflexion sur la possibilité d'imaginer ce que peut recouvrir le patrimoine au XXIe siècle. Mais peut-être que je vous en dirai un petit peu plus dans la suite de cette discussion. Parfait. Est-ce que vous voulez réagir, Carole Diop? Il me semble que voilà, vous avez été Oui, je voudrais interpellée. réagir à ce qu'a dit Lionel par rapport au nom des rues. C'est une question qui se pose donc à Dakar. Mais moi, j'ai un regard assez particulier sur cette question. Je me dis que, enfin, je suis née à la fin des années 80 à Dakar. Il y a une avenue qui s'appelait à l'époque avenue William Ponty et que nous, on appelait Ponty, qui aujourd'hui est l'avenue Georges Pompidou. Tout le monde continue à l'appeler Ponty. Une autre avenue qui s'appelait à l'avenue Albert Sarraut.
a été rebaptisée Avenue Hassan II. Pour beaucoup de gens, ça reste Avenue Sarraut. Donc, je ne sais pas si le changement de nom de rue est vraiment impactant. Je pense que chaque génération a sa réalité et a sa mémoire aussi commune. Et il y a des choses qui restent. Je pense que le plus important, c'est, si ce changement se fait, c'est de bien réfléchir aux figures qu'on choisit de mettre en avant et surtout d'expliquer. C'est-à-dire que si on met des noms et que les gens ne savent pas de qui il s'agit et qu'est-ce que cette figure représente, ça n'a aucun intérêt. De la même manière que si on laisse les noms de figures françaises, il faut expliquer qui sont ces gens, ce qu'ils ont fait de bien comme de mal et pourquoi est-ce que leur nom figure là. Donc, je pense que tout ça va avec une forme d'accompagnement, de sensibilisation et d'éducation aussi. Avant d'entendre Omnia sur ce point, peut-être une question. Je n'ai pas rappelé Carole Diop, que vous aviez poursuivi des études, notamment en France, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et dans quelle mesure ça fait de vous un pont ou comment ce pays où vous avez poursuivi votre formation d'architecte et le pays dans lequel vous vous investissez en tant qu'architecte, où vous enseignez dans plusieurs établissements. Comment vous appréhendez, vous vivez justement cette situation? Est-ce que ça concourt à vous amener à poser un regard particulier sur le patrimoine du XXIe siècle au Sénégal? Alors, il faut savoir que j'ai une identité multiple. Mon père est sénégalais, ma mère est Ah, franco-béninoise, avec une ascendance ghanéenne, danoise, etc. Donc, beaucoup de mélanges. Du coup, je me sens autant chez moi en France que au Sénégal et au Bénin. Et donc, j'ai un regard du coup assez large sur ces questions, même si j'ai un attachement tout particulier à Dakar parce que j'y suis née, j'ai grandi et que c'est ici que j'ai mes repères en fait. Voilà. hmm. Alors, juste pour revenir, Sylvain, tu me redemandes la question? Oui, comment vous réagissez peut-être à la problématique soulevée par Et Lionel, moi? peut-être voilà, sur le nom des rues, le poids de l'histoire lié bien, comment à la période Ouais. coloniale, alors qui se pose dans des termes totalement différents dans le cas de l'Égypte. Pour nous, au Caire, je suis totalement d'accord que, à un moment donné, mais on n'est plus dans cette phase-là, mais on a dû se battre pour la protection de notre patrimoine du XXe siècle, parce que les gens n'avaient pas du tout cette dimension-là. Le patrimoine, pour nous, c'est les pyramides. Et alors, pour ramener les gens, pour leur dire, c'est pas simplement l'Égypte ancienne, et c'est très important aussi de travailler sur notre ville, même si elle date d'il y a quelques années, et que même peut-être nos parents, ils ont vécu cela. Mais c'est les cinémas de la vieille ville, pas la vieille ville, de la ville euh, de- du centre-ville, je veux dire. C'est les mosquées de la vieille ville, c'est les endroits où il y a eu une mémoire qui a été créée, que nous, on se sent un peu un attachement parce que ça a rapport avec l'histoire de nos familles, en fait. Et je dois avouer que moi, ça fait 25 ans, par exemple, que j'ai commencé à travailler. Les choses ont changé pendant ces 25 ans parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui se sont concentrés sur ces différents patrimoines. Et même si notre patrimoine médiéval est aussi important, mais le patrimoine ancien était toujours très imposant. C'est ça le patrimoine des touristes, par exemple. C'est ça le Alors, patrimoine
qui ramène un peu de l'argent, c'est le patrimoine où aussi les ministères et les autorités se sentent responsables pour la protection. Et quand on parle, par exemple, nous, les architectes, quand on parle aux autorités en leur disant non, mais la vieille ville a besoin de protection, ils ne veulent pas nous écouter. Mm. Ceci a changé. Et maintenant, on voit des démarches par l'État pour la protection de ce patrimoine. Il y a eu juste la semaine dernière une annonce très importante par le Premier ministre où il est en train de créer un organisme pour gérer tout ce qui concerne la gestion du centre-ville. Et ça, c'est le patrimoine 19e, 20e siècle. Et nous, je me rappelle parce qu'on a contribué comme architecte pour, quand on a écrit comment on dit ça, le Dostour, le, j'ai oublié le nom en Rapport, français. C'est-à-dire le. rapport, Non, 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 c'est constitution, chaque pays a une charte, euh, quelque une chose de plus charte, important où on peut avoir toute la législation, Une pas une constitution. concession. constitution. Constitution, merci. Il y a Bravo, concession dans ma tête. Alors, merci. je dois vous raconter que nous, en 2014, à un moment donné, on s'était dit, c'est vrai qu'on n'est pas des politiciens, des diplomates, mais on a aussi une vision qu'on veut qu'elle trouve un endroit dans la constitution du pays. En 2014, l'Égypte a écrit une nouvelle constitution et avec mes amis, on a écrit l'article 50 de cette constitution-là qui concerne en fait le patrimoine du 19e et du 20e siècle parce qu'on n'avait pas du tout le mot patrimoine dans notre constitution, on avait plutôt le mot antiquité. Mm. Et c'est là où je vous raconte que vraiment les choses changent à petits pas, mais je veux dire que je dois être optimiste malgré la destruction. On a une destruction incroyable qui se passe au Caire en ce moment à cause du développement urbain, etc. On essaye de notre mieux. On a nos cimetières historiques qui sont vraiment en risque, mais au moins il y a une nouvelle génération. Je dois parler de cette génération-là parce qu'il y a eu aussi dans tous les curriculums des écoles d'architecture en Égypte et au Caire notamment, il y a eu une introduction de programmation sur le patrimoine, ce qui n'existait pas du tout quand moi j'étais étudiante, par exemple. Mm. Après vous avoir entendu, je vais me risquer à poser une question à votre Ouais. intention, Omnilia, mais également celle de Carole, étant entendu que Lionel pourra réagir. Vous venez de nous dire que voilà, le mot de patrimoine a été reconnu récemment, inscrit dans la Constitution, mais paradoxalement, n'aurait-il pas fallu saisir l'opportunité de mettre en avant un autre mot, matrimoine, par exemple, pour suggérer l'idée que le précédent peut-être pouvait véhiculer une vision de la société. Et voilà, je vous vois sourire, je vous laisse nous dire pourquoi, et puis Carole Diop, que je vois également sourire, pourra réagir. Lionel, tu seras sommé de répondre, de réagir aussi à cette question. Omnia, peut-être pour Et commencer. oui, Matrimoine, matrimoine, pour suggérer. c'est-à-dire, Alors, pater, mater, pour suggérer peut-être une ah. vision, voilà, qui serait une union Ah, je vois patriarcale. là. Voilà. J'ai jamais fait la comparaison. On s'est essayé à J'ai faire jamais cette été parce que, comparaison. Ah oui, on vous écoute, pardon. c'est intéressant. Bah, en arabe, c'est un mot neutre, hein, ça veut dire Torah. Et c'est un mot qui est en fait, ouais, c'est neutre, هذا التراث, je Mhm, pense. C'est plutôt masculin, j'imagine. intéressant. Mais ouais, mais ça aurait, ce serait intéressant pour la langue française. Vous êtes, je suis d'accord. Ouais. Carole? Alors, dans beaucoup de langues au Sénégal, c'est vrai que cette notion est également neutre. On fait même une phrase plutôt pour parler de patrimoine. Euh, je pense qu'il faut effectivement partir d'une notion neutre, peut-être privilégier le terme d'héritage. Euh, pour ce qui est du matrimoine, enfin, il y a beaucoup de sociétés matriarcales
en Afrique. Les Lébou dont je parlais sont une société matriarcale à la base et qui est devenue plus ou moins patriarcale avec l'arrivée de l'islam, mais les femmes gardent une place très importante dans la communauté lébou. Ce sont les gardiennes des traditions, de la religion traditionnelle lébou. Ce sont les prêtresses. Et l'oncle maternel a plus de droits que le père quand il s'agit d'enfants. On a déjà ça dans nos sociétés, mais je pense que ouais, une terminologie neutre serait peut-être appropriée, effectivement. Qu'en pense le Lionel Prigent? Alors écoute, peut-être l'avions-nous oublié, en tout cas, donc moi j'en ai le souvenir, donc pour l'avoir vu donc accidentellement dans ces boîtes à livres qui se diffusent un peu partout dans les villages en France aujourd'hui. Hervé Bazin avait écrit en 1966 un roman qui s'appelait Le Matrimoine, justement, et qui lui permettait de bien montrer à la fois donc cette racine tout à fait particulière du mot patrimoine, hein, qui veut dire ce qui vient du père, et ce qui est essentiellement l'actif économique qui vient du père. Et c'est en ce sens où, en fait, le mot patrimoine en français se distingue de l'interprétation, de la traduction anglo-saxonne que l'on a tendance à faire un peu hâtivement, heritage, parce qu'il y a une nuance ici qui est très importante, dans le sens où le patrimoine, ce n'est pas simplement ce dont on hérite, mais c'est aussi ce dont on va se servir pour pouvoir travailler. Et je trouve que de ce point de vue-là, Carole Diop nous en avait fait une très belle démonstration dans son exposé il y a quelques minutes, puisqu'elle nous montrait bien de quelle manière l'inspiration, les formes culturelles, les pratiques artistiques qui venaient du passé étaient réinterprétées, mobilisées, mises en valeur, réintroduites dans des pratiques d'art contemporain, dans de l'artisanat présent, et comment est-ce que cela se traduisait aussi du point de vue de l'espace public et de l'architecture. Et c'est bien de cela dont il s'agit en fait, c'est de savoir ce que sont les patrimoines, d'où ils viennent, lesquels sont conservés, protégés, préservés. Pour quelles raisons nous les protégeons? Nous les protégeons sous la forme de l'hypothèse d'une valorisation pour des raisons touristiques. Et donc là, on glisse tranquillement vers les antiquités. Omnia nous l'a rappelé il y a quelques instants. Mais là, il s'agit de savoir qui paye, qui rapporte de l'argent, qui se sert finalement de ce patrimoine, alors que bien souvent, il y a un sens plus large avec des leçons, avec des apprentissages culturels, avec des transmissions de valeurs, des transmissions de pratiques, des transmissions de culture qui débordent largement le cadre mercantile et qui pourtant réclament que on conserve, on protège, on entretienne et que finalement on donne un nouvel usage, y compris à ceux qui pourraient être demain menacés. Et au fond, c'est bien de cela dont il s'agit encore aujourd'hui. On en reste à cette idée de savoir que le patrimoine, c'est ce que nous avons construit, c'est ce que nous avons utilisé, c'est ce dont nous avons hérité, mais ce que nous considérons comme étant la sélection de ce qui peut être utile un jour, demain, à ceux qui nous succéderont, et ce qui veut dire par ailleurs qu'il y a là quelque chose de particulièrement humain dans cette notion de patrimoine, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'accumuler, il s'agit de donner ensuite à se servir et ça nous distingue probablement de l'accumulation et de l'hubris que l'on peut voir parfois dans notre manière d'exploiter, d'utiliser et d'accumuler les ressources. Notre patrimoine est destiné à servir et à bien servir aux générations qui nous suivent, ce qui dit bien, et j'en terminerai là-dessus, à quel point, en fait, nous avons une responsabilité dans la préparation de ce que nous envisageons de transmettre.
Est-ce que ces paroles valent restitution, la restitution que je te proposais de faire en joignant ta voix à celle de Carole Diop et puis d'Omnia? Alors, j'ai encore quelques éléments D'accord. peut-être sur quelques points. Alors, Mais je reviendrai donc, vers soit toi. on laisse la parole et puis donc je reviendrai dessus, soit donc j'enchaîne à votre guise, dirais-je. Voilà. Alors, eh bien, tu peux enchaîner en intégrant peut-être aussi la réflexion que tu m'inspires, c'est que est-ce que ce patrimoine du 21e siècle, et c'est une question que j'adresse par la même occasion à nos deux autres panélistes, dans quelle mesure tu intègres la donnée touristique? Elle a été évoquée par Omnia. Dans quelle mesure il incombe aussi de la responsabilité du touriste, des touristes, de participer, de façonner un patrimoine du 21e siècle qui soit au service aussi des territoires, des sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Si tu vois le sens de mon interrogation et si tu as la possibilité d'intégrer une réponse en travail de synthèse. Alors, je vais commencer par ça peut-être, parce que je vais pouvoir ensuite élargir le spectre. Dans la question du tourisme, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la question du loisir, la question de la distraction, donc la question de l'occupation du temps à faire, à pratiquer. Et dans le tourisme, il y a une part qui est une part d'entraînement, il y a une part ludique, et puis, il y a une part de transmission, d'apprentissage, de découverte. Et assister à une exposition où il s'agit de regarder des ersatz immatériels de ce que sont les pyramides, avec éventuellement la momie virtuelle qui vient vous hanter avec un casque virtuel sur les yeux pour que vous puissiez avoir peur. Là, nous sommes dans une forme touristique mais ludique, alors que dans l'autre cas, on est quand même dans le constat que chacun peut faire en se positionnant devant pour ceux qui ont la chance de pouvoir voyager ou de pouvoir vivre à côté de ces objets pour constater simplement ce qui relève d'une forme de génie humain. Donc, fabriquer le patrimoine pour le XXe siècle, c'est déjà en fait se positionner dans une sorte de rétroviseur, de retour en arrière, déjà un quart de siècle, hein, donc de ce 21e siècle, et déjà beaucoup de choses. Alors, avec un âge relatif, de relatif équilibre, quoique, où nous avons envisagé de construire une paix, un développement mondial, où des choses pouvaient aller vers un certain nombre de principes qui étaient un petit peu apaisés, des objectifs du développement durable, des conciliations internationales pour se donner des règles communes, et puis l'on voit les tensions qui renaissent et donc aussitôt, eh bien, un certain ensemble de menaces sur même des choses que nous avions considérées comme étant un patrimoine mondial de l'humanité qui nous appartenait à tous et que d'aucuns aujourd'hui, pour différentes raisons, s'emploient parfois à détruire. Donc nous vivons des crises nombreuses, sociales, environnementales bien entendu, naturelles, historiques, technologiques. Et donc, ça nécessite effectivement qu'on revienne sans doute à la nature de ce qu'est ce patrimoine dans ses différentes formes, qui est donc ce patrimoine, ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous avons, mais aussi ce que nous sommes en volonté de mettre en partage. Ce que la fin du XXe siècle nous a appris, c'est l'inflation justement de ce concept de patrimoine qui allait du monument, la pyramide donc que je citais à l'instant, à la petite cuillère, et même mieux au patrimoine immatériel, aux langues, aux dialectes, aux danses et à tous les gestes qui finalement fabriquent une humanité particulière, mais aussi générale, parce que nous apprenons toujours, y compris de la moindre pratique culturelle des autres. Et cette inflation du patrimoine s'est traduite aussi par la diffusion de ces patrimoines. Et donc, nous avons aujourd'hui une diversité des formes patrimoniales, le bâti, le matériel, l'immatériel,
mais nous avons aussi une extraordinaire diffusion et un plus vaste accès possible à l'ensemble des formes patrimoniales. Et il faut entendre ce que cela a transformé. Du point de vue de ce que je me souviens, il y a donc cette idée du musée imaginaire qui était donc écrit par Malraux et qui donnait à voir ce qui, au moment où il a écrit cet ouvrage, était inaccessible au plus grand nombre. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir accès quasiment à titre gratuit à l'ensemble des savoirs de l'humanité et ceci avec des clics de souris. Donc, nous avons en fait une insertion dans une multitude de formes et beaucoup d'aspects de l'art contemporain se servent d'ailleurs de toutes les formes de patrimoine pour essayer de faire donc cette dynamique. Nous avons un patrimoine classique, nous avons un patrimoine immatériel, les langues, les musiques, les cultures, moins de sacré, plus de vivant et plus de vie ordinaire. Mais nous avons aussi, à l'aune de ce 21e siècle, sans doute un patrimoine plus inédit, celui de la connaissance et même de la connaissance de ce que nous ignorions jusqu'ici, notamment au travers de la reconstitution de temples, d'objets, etc., qui ont été détruits, qui nous sont parvenus sous la forme de ruines et que nous reconstituons de manière extrêmement précise par hypothèse. Une explosion de formes, architecture, design, parcours, quartier, nature, parc, culture, danse, art, plan, et enfin des œuvres virtuelles plongées en 3D et les œuvres NFC, vous savez, avec ces signatures qui vont nous apparaître. Tout ce que l'on produit, y compris les réseaux sociaux, les photos, les textes, sont aujourd'hui une quantité absolument considérable. Et je vais en terminer avec ceci. Ce que nous allons avoir devant nous, c'est en fait l'impératif de devoir faire le tri entre tout ceci, sous peine de finir étouffé par le patrimoine, entre tout ce qui arrive, tout ce qui se produit. Et donc là, je vais te donner de statistiques, mais ce qui va nous arriver, c'est non seulement de pouvoir avoir plus de capacité à protéger, à conserver, à maintenir dans nos mémoires, même mémoires mortes que sont nos ordinateurs, mais ce qui va être encore plus important, c'est de savoir de quelle manière on va pouvoir les révéler et les conserver vivants. Waouh! Waouh, waouh. Il me semble que c'est bien plus qu'une restitution de ce webinaire, c'est une restitution de l'ensemble de la saison, puisque tu es revenu sur la diversité des approches du patrimoine et suggéré aussi la multiplicité des parties prenantes concernées, à commencer par les habitants, en dehors de tous ces ingénieurs qui peuvent concevoir ces nouveaux outils. Avant d'entendre Omnia, peut-être un détour de nouveau par Dakar pour entendre Carole Diop nous dire peut-être l'enseignement, les deux enseignements qu'elle tire de ce webinaire au-delà de sa tournure improbable du fait de nos problèmes techniques. Bah, l'enseignement que j'en tire, c'est que visiblement, ce sont des questions qui se posent partout, que ce soit en Ukraine, en Égypte, en Europe, enfin voilà, et que on retient à peu près, enfin, on fait à peu près tous le même constat, qu'il y a cette idée de redéfinition de la notion de patrimoine, de faire un état des lieux euh, pour pouvoir définir ce qu'on lègue aux générations futures. Parce qu'effectivement, le patrimoine, c'est le passé, mais c'est aussi le présent et le futur. Mm. Merci beaucoup. Omnia, nous vous écoutons. C'est à vous que revenait comment ce rôle de restituer les éléments du webinaire. Donc, nous vous écoutons, Omnia. Merci Sylvain. Et je suis vraiment ravie par la discussion aujourd'hui. Ça me donne beaucoup d'énergie dans mon propre quotidien, je dois avouer, parce que nous, en ce moment, je vous raconte, on a essayé parce qu'on n'arrive pas à préserver un patrimoine bâti dans la vieille ville, on a décidé, ben, on va l'acheter.
Et on s'est mis ensemble pour créer une compagnie parce qu'on a trouvé que c'est la seule façon pour sauver ces vieilles maisons-là. Mais je suis en face des questions majeures. Ben, qu'est-ce qu'on va faire après? On fait cela pour qui? On va le faire comment? On va le donner quelle forme? Et ceci, merci beaucoup parce que je vais beaucoup penser après notre discussion aujourd'hui de ce que nous envisageons de faire, et la transformation qu'on veut créer dans notre beau quartier historique. Mais vraiment parce que le patrimoine, c'est pas un musée. Le patrimoine, c'est la vie de tous les jours, c'est les métiers, c'est les restaurants, c'est on mange, on travaille, on fête, on fait la fête, on perd, on a aussi des moments douloureux qui se passent. C'est toute cette énergie-là et c'est pour cela qu'on aime ces vieilles espaces parce que ce sont des espaces qui ont vécu et c'est pour cela qu'on sent, moi je crois vraiment qu'il y a une énergie dans les endroits et cette énergie nous affecte tous parce que les gens qui sont passés avant nous, ils ont laissé une trace. Et nous, je me dis, quel genre de trace allons-nous laisser pour les gens qui vont venir après nous? Et c'est pour cela que, oui, on essaie de le protéger, mais il faut être vraiment très dynamique. Il faut être aussi très contemporain. Il faut ramener les générations, les jeunes générations d'un jeune âge pour sentir que c'est pas, on n'est pas isolé, que ça fait partie de leur formation. Et là, quand je vous parle, nous, personnels, dans notre fondation, on a un camp aujourd'hui pour les enfants avec qui on travaille dans le monument historique pour faire plusieurs choses parce qu'on sent que ça commence avec les enfants. Parce que les enfants vont après ramener les parents. Vous voyez, c'est un Ouais. peu notre manière de penser les choses. Mais, euh, mais vraiment, je suis un peu... non, Mm. surtout Lionel, ce qu'il nous a raconté en nous disant que comment faire le tri. C'est vrai, c'est difficile, c'est une question très difficile de faire le tri et de se dire pourquoi on a mal quand on voit un bâtiment parce quand il y a une vieille maison qui se casse, pourquoi ça nous fait mal? Mais il faut faire le tri et il faut être très intelligent en faisant ce tri-là. Et il faut aussi arriver à convaincre les autorités que la démolition n'est jamais, jamais la réponse à la question. Et qu'il y a toujours, il y a plusieurs moyens, on peut toujours donner des solutions. Et maintenant, avec l'échauffement climatique, on comprend aussi que notre planète, elle en a marre et qu'il faut aussi protéger non simplement le bâti, mais aussi cette planète qu'on est en train de défoncer de temps en temps. Alors, je pense que ça nous ramène toujours à la question, qu'est-ce qu'on conserve, pour qui et pourquoi et comment? Et je pense que je vais me poser ces questions-là tous les jours en me rappelant de cette merveilleuse discussion aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. C'est nous qui vous remercions surtout de conclure par des questions, rien de tel qu'une réflexion, qu'un Je échange ne qui sais pas si c'est une débouche. conclusion là. Non, mais c'est une ouverture. Merci beaucoup. Ouais, Merci à tous les ouais, trois. Avant de donner la parole ouais. à Dama pour le mot de conclusion et nous dire peut-être annoncer éventuellement un autre rendez-vous, je partage avec vous l'image qui m'a trotté dans l'esprit en vous écoutant tous les trois. C'est une image, une métaphore de ce que pourrait être ce patrimoine du 21e siècle qui prendrait la forme d'une tour de Babel. Alors, c'est pas très original, j'en conviens. Je vous laisserai deviser de la forme qu'elle pourrait revêtir, mais très certainement, c'est un lieu, un espace où pourrait être, où on serait sensibilisé à l'extrême diversité des langues disciplinaires, professionnelles, maternelles, officielles, vernaculaires, par lesquelles on peut saisir ce patrimoine ici et là. Rien que pour ça, merci. Je repars avec cette métaphore. Et sans plus tarder, non sans vous remercier également pour comment ce webinaire très acrobatique, nous tournons vers Adama pour le mot de conclusion. Merci à toi, Sylvain, pour ce travail de modération et merci à toi, Omnia, pour cette brillante synthèse des échanges entre nos intervenants qui ont brillamment soulevé les enjeux et les opportunités du renouvellement et de la fabrique du patrimoine pour le 21e siècle. Pour ma part, je retiendrai donc que tout est patrimoine, que le patrimoine est une matière vivante, qu'il faut savoir connecter aux enjeux locaux et que notre patrimoine est destiné à servir et à bien servir ceux qui nous suivent. Je renouvelle donc mes remerciements à Madame Carole Diop, Monsieur Martin Duplantier,
Monsieur Lionel Prigent et Madame Amal Melak pour leurs témoignages riches qui nous ont fait voyager entre l'Ukraine, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Enfin, merci à vous toutes pour votre participation et pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur notre site Urbanisme en francophonie. Nous vous donnons rendez-vous donc au prochain printemps pour une nouvelle table ronde et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.